Michel Morel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan éléments d'axiocritique, prolégomène à l'étude du texte et de l'image. Alors vous avez choisi un titre qui peut paraître assez obscur ou même mystérieux, un lecteur non averti des problèmes que vous traitez. Est-ce que vous pouvez l'expliciter? Qu'est-ce que c'est que l'axiocritique? Que veut dire prolégomène dans le domaine que vous étudiez? Ouais. Je crois que j'ai un peu présumé de mes forces au moment du choix du titre, il me plaisait bien, puis je m'aperçois qu'il déroute tout le monde. Alors c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire quand on attire un lecteur. Alors par axiocritique, j'ai composé ce mot qui est un néologisme à partir de axiologie et critique. Et axiologie, et là aussi je croyais que tout le monde était au courant, et puis en fait c'est dans nos milieux professionnels, on connaît ces mots mais pas en dehors. Axiologie, ça peut être soit un système de valeurs, soit quelque chose qui est centré sur l'étude des valeurs. Alors je le vois plutôt dans le deuxième sens, c'est-à-dire axiologie, ici axiocritique, c'est une critique qui est fondée sur les jugements qu'on passe, qu'on ne cesse de passer. Par exemple en ce moment, vous êtes en train de me regarder et vous êtes en train de réagir et de juger, d'évaluer ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Bon, donc axiocritique, c'est une critique qui est fondée sur les jugements qui sont déclenchés par le texte. Alors, pourquoi cette axiocritique? Parce que c'est parti des nouvelles découvertes en neurocognition du côté du cerveau. Quant à prolégomène, là aussi j'ai présumé de mes forces parce que c'est connu dans le milieu philosophique mais pas dans le milieu normal de lecture. Prolégomène, ça veut dire les préparatifs. Les préparatifs, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit une introduction, soit les critères préparatifs pour un type d'analyse. Et c'est comme ça que je l'entends bien sûr, c'est qu'est-ce qui entre dans ces jugements que nous ne cessons de passer. Voilà, ça c'est pour répondre à votre question. Vous souhaitiez nous montrer un livre aussi. Oui. Alors c'est à propos de... c'est ce livre Antonio Damasio qui a fait une belle révolution dans les études neuronales et dans les études critiques, et devrait l'avoir fait plus, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Parce que Antonio Damasio, dans ce texte, c'est le premier qu'il a écrit, il y en a 5, il appelle ça, et son titre s'appelle L'erreur de Descartes. Descartes dit il faut analyser et juger ensuite. Et lui, il dit, le cerveau, il ne fait pas ça du tout, le cerveau, il juge d'abord et il analyse ensuite. Alors, il juge d'abord, comment? Et c'est ça qui est la nouveauté, et c'est de ça sur cette base que j'ai voulu tout construire. Ce sont des réactions à chaque affect, mais il faut entendre affect non pas comme quelque chose d'affectif, mais comme une décharge neuronale. À chaque fois qu'on reçoit un stimulus, une décharge neuronale, il y a une réaction immédiate, dans les 4 millièmes de seconde, c'est-à-dire préconsciente. On ne peut pas en être conscient. Et ce jugement qui est immédiat, c'est celui qu'on mesure quand dans les machines à détecter le mensonge. On le fait comment? En mesurant la sudation et l'électricité de la peau. Dans le moment où se passe ce oui-non primitif, dont nous ne sommes pas conscients, et dont tout le reste dépend, bien sûr, et bien dans ce moment-là, nous avons enclenché tout le système de pensée. Et à partir de ces jugements primaires qui viennent du cerveau primitif, qui sont préconscients, tout le reste est déclenché. Donc l'émotion, donc notre démarche critique. Et moi j'ai voulu partir de là, en particulier en classant, en repérant dans les textes qui ont tendance à déclencher ces choses-là par rapport aux textes qui les mettent en retrait. Par exemple, je suis fasciné par le fait divers, parce que le fait divers ne fonctionne qu'avec ça. Ou les récits du Reader's Digest, parce que le Reader's Digest ne joue que de ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, la base, la nouveauté que j'apporte, s'il y a quelque chose, c'est de refonder les études critiques sur les données qui déterminent véritablement notre pensée. Alors sur quel domaine textuel appuyez-vous votre démonstration? Alors là, c'est encore mon autre révolution qui a valu à ma thèse de ne pas être publiée, la thèse sur la lecture, parce que je touchais à tous les types de textes,
la même chose ici. Je ne peux pas concevoir la lecture seulement dans un domaine, le littéraire, etc., ou bien le populaire, ou bien les médias, comme font la plupart des collègues qui travaillent là-dedans. Ils sont tous dans un domaine et ils ne considèrent pas le reste. Moi, j'aurais voulu vivre à la Renaissance, c'est-à-dire ne pas avoir à se poser la question de la spécialité, de pouvoir se mettre à un carrefour. Et je veux regarder, c'est pour ça que j'adore regarder des récits de haute littérature, ce que j'ai fait dans cet ouvrage, par exemple de Jane Austen, des récits qui sont très connus en Angleterre, et les comparer, vous allez être surpris justement aux faits divers ou au récit du Reader's Digest, en particulier du point de vue des mécanismes de suspens. Le suspense, comme on dit en français, moi je préfère dire suspens, les mécanismes de suspens qui font que dans l'instant de crise, toutes les valeurs que défend le texte, nous sommes contaminés par ces valeurs, puisque nous nous identifions avec les personnages, et nous acceptons ce débat sans même nous rendre compte, parce que c'est dans le moment justement primaire de ces jugements premiers. Alors vous venez de mentionner Jane Austen, et quels sont justement les auteurs qui vous servent de référence? Alors, les auteurs qui me servent de référence, ils sont... D'abord, ça a été mon gros problème. J'aurais voulu publier pour un public plus large que études anglaises, parce qu'il y a des textes français. Il y a du Victor Hugo, il y a la chanson de Roland. En plus, vous voyez tout de suite, c'est complètement en dehors d'une période. C'est toutes les périodes, c'est tous les genres. Et les genres populaires aussi bien que les genres littéraires. Donc les textes sur lesquels je m'appuie, ce sont ces grands textes où on peut repérer des mécanismes. Par exemple, il y a un passage sur Dickens où j'analyse le rythme syntaxique, ou un passage sur Hardy, Thomas Hardy, dans par exemple Tess d'Abbeville, où il utilise des grands tirets. J'analyse ce qui se passe chez le lecteur au moment où il tombe sur ce grand tiret. Il parle de l'héroïne, ça c'est dans... je crois que c'est dans le retour non, c'est dans Loin de la foule folle, Madding Crowd. Il parle de l'héroïne, nous sommes prêts à accepter qu'ils se rejoignent l'un l'autre, et le héros dit il était en train de la sauver une fois de plus. Quant à elle, deux grands tirets, énormes tirets, mais il était trop gentil pour penser ça. Donc, vous voyez, j'analyse ce type de drame qui se passe à l'intérieur grâce à la ponctuation, qui est littéralement préparée pour le lecteur. Alors, autre texte qui m'intéresse beaucoup, mais alors du côté de la méthode, j'ai été regardé du côté de Bourdieu, parce que justement le goût dans la distinction, c'est tout l'ensemble des jugements que nous passons, mais il y a aussi quelqu'un qui me fascine, c'est Morin, Edgar Morin, La méthode. Voilà, j'en cite que quelques-uns. À quel public vous adressez-vous? C'est ça le problème. J'aurais visé déjà un public qui réfléchit sur le texte, donc pas seulement angliciste. Tous les enseignants qui travaillent sur le texte, ils ont besoin de cette réflexion sur le recul. Mais ça peut être valable aussi pour le cinéma. Il y a des exemples de cinéma dans mon ouvrage, il y a des exemples de peinture. C'est tous les publics qui s'intéressent à une certaine distance, qui ne veulent pas en rester au premier degré, comme on dit, mais qui veulent comprendre ce que ce premier degré enclenche. Alors, le texte, l'ouvrage paraît très abstrait, et il repousse là encore, mais je n'ai jamais réussi à régler ce problème. Quand j'écris de façon abstraite, alors que quand je parle, quand je donne des conférences, tout passe très très bien, parce que je n'ai pas cette propension à théoriser. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de toucher un public plus large, et l'ensemble du livre peut se lire de façon séparée, parce qu'il y a des choses sur le fait divers, on peut lire le chapitre sur le fait divers sans s'engager dans le reste. C'est toute une série de chapitres qui démontrent un point, mais qui peuvent être lus de façon séparée. Comment procédez-vous dans votre démonstration? Eh bien, la plupart du temps, parce que j'aime bien être concret et je veux prendre des faits particuliers, je prends un cas. Par exemple, ça va être surprenant pour des enseignants de littérature, j'ai pris Métropolis
le fameux film, à cause de ces effets de dualité primaire que j'analyse beaucoup dans l'ouvrage, qui découlent du jugement primaire. Dès le moment où on dit oui, non, ce que les Anglais appellent gatekeeping, garder la barrière, on dit oui, non, et immédiatement, on catégorise en noir et blanc, en plus et en mal, en bien et en mal, du côté d'un dualisme forcené, du côté un partage de la réalité. Donc, j'ai voulu regarder ces types de textes, et la question c'était, si vous me rappelez, c'était comment procédez-vous dans la Ah oui, démonstration? comment procédez-vous? Eh bien, je prends un cas. Et là, par exemple, voilà, excusez-moi, je reviens à Métropolis. J'ai pris Métropolis parce que c'est en noir et blanc, parce que c'est l'époque du muet, parce que c'est littéralement codé en positif, négatif. Il y a les puissances du bien, les puissances du mal. Et c'est fascinant de regarder comment on fabrique la réaction du spectateur. Mais je peux le montrer dans n'importe quel autre texte écrit ou face à la peinture aussi. Avez-vous un mot pour conclure? Pour conclure, c'est évident que personnellement, c'est le travail d'une vie, ceci, qui est né en fait d'un cours révolutionnaire qui a été créé en 1972, après les événements de 68. On m'a permis à l'université de Nancy de créer ce cours de lecture qui touchait à tous les types de textes. Il y avait 11 types de textes pour les étudiants qui lisaient des textes complets. En 15 jours, ils devaient lire un roman. Vous imaginez, avec les étudiants de maintenant. Donc, c'était fondé sur la lecture, c'était fondé sur cette intuition que j'avais que nous ne sommes pas dans la littérature et pas dans le reste, que la lecture, elle est la même partout, à tous les niveaux, mais qu'elle enclenche des mécanismes différemment. Et c'est ça que j'ai essayé de dire. En conclusion, je crois que c'est quelque chose de neuf de ce livre, mais je me désespère un peu de penser qu'il ne va pas être lu à cause de mon titre.